Ravi de vous retrouver dans Bien dans son job, l'émission RH, emploi RH de Bismarck. Très heureux d'être avec vous. L'émission est en direct, vous le savez, du lundi au vendredi. On retrouve évidemment vos rubriques habituelles. Aujourd'hui, Bien dans son job, on rencontre un sauveteur d'entreprise. On va parler avec lui de transformation. Bah oui, les entreprises se transforment. On fera le point avec lui dans quelques instants. Smart et réglo. Quels sont les droits des salariés en matière d'Internet? Bah oui, c'est une question importante. Jusqu'où peut-on aller? Qu'est-ce que l'on peut dire? On fera le point avec un avocat. Et puis le Rex du mois avec le directeur de la communication de Foncia. On fera un point, bien sûr, réalité, le présent ou se projeter dans l'avenir pour engager les salariés. C'est un sujet évidemment important. Le cercle RH, notre débat, on s'intéressera bien entendu au télétravail. On en parle beaucoup sur ce plateau avec deux auteurs, un spécialiste, un philosophe et puis une chef d'entreprise. Qu'est-ce que ça change dans notre quotidien, ce télétravail? Est-ce qu'on reviendra en arrière ou est-ce qu'on est en train de transformer la société et l'entreprise? On fera le point avec eux. Ce sera dans notre débat. Et puis fenêtre sur l'emploi, on va changer un peu de gamme, on va faire un peu de poésie. Bah oui, avec Thierry Bismuth, il a décidé, alors c'est très original, de faire un poème autour du recrutement. Bah oui, ode au recrutement, ce sera à la fin de notre émission. Tout de suite, la rubrique Bien dans son job, c'est tout de suite. Bien dans son job, avec des entreprises qui se transforment, qui mutent. On va en parler tout de suite avec Daniel Cohen. Bonjour Daniel Cohen. Bonjour. Merci d'être avec nous. Président fondateur de Zalis. Avant de parler de la transformation, parce que c'est un de vos sujets de prédilection, je voudrais quand même brosser votre portrait. Alors vous êtes prof à Sciences Po, mais depuis 25 ans, je crois, vous sauvez des entreprises. Et voilà, c'est mon quotidien. C'est votre quotidien. Juste d'un mot, je lisais en préparant l'émission que ça se passait bien avec les syndicats. Pour sauver des entreprises, il faut quoi? Il faut avoir une image de quoi? D'un homme de dialogue, d'un homme pondéré? Alors, c'est mon positionnement. Mon positionnement, c'est sauver les emplois. Et ça, les syndicats le savent. Ce qui, au début, posait quelques problèmes, parce que quand j'expliquais qu'on allait sauver les emplois, pour eux, non. Enfin, la variable d'ajustement était toujours le nombre de salariés. Ah oui. Et je leur expliquais que ma vision du sauvetage, c'était surtout ne pas réduire les coûts, mais que tout le monde fasse des efforts et qu'on aille chercher de la valeur. Chercher de la valeur sans toucher ou peu toucher aux emplois, parce qu'il y a un débat. Voilà, peut toucher aux emplois. Alors, beaucoup d'exemples à développer. Bien sûr. Mais ils savent qu'avec nous, quand on arrive à toucher au nombre de salariés, c'est que c'est l'ultime solution et pas la première. C'est pas celle que vous mettez en premier sur la liste non. du sauvetage. Je voulais quand même préciser, parce que vous écrivez aussi beaucoup, ça c'est un livre de 2016, Comment sauver l'entreprise, comprendre, anticiper, agir, ça c'est chez Erol, on le voit. Et puis je suis venu avec un autre livre, des fiches outils, les fiches outils du dirigeant d'entreprise, avec des fiches opérationnelles, des conseils personnalisés. Alors là, vous nous prenez par la main à travers ce livre pour expliquer aux chefs d'entreprise comment faire, aux dirigeants d'entreprise. Ce qui nous amène à parler du sujet du jour, puisqu'on ne va pas parler du sauvetage d'entreprise, mais de la transformation. C'est un mot qu'on utilise beaucoup, ça existait avant Covid. Est-ce que vous avez constaté une accélération de ces transformations à l'aune de cette crise Covid qui dure maintenant depuis presque un an? Alors, il y a des transformations aujourd'hui qui sont forcées du fait de la crise. Elles n'ont pas encore, et tout le monde le sait, toutes commencé. Tout le monde s'interroge, en sachant qu'il y a trois catégories, si vous voulez, de changements dans les entreprises. Une qui est tirée par le mieux, c'est-à-dire que... Ce qu'on évoquait tout à l'heure, d'ailleurs. Voilà. Donc, on ne casse pas, mais on construit. Mais on construit, alors ça, mais également tout ce qui est enjeu climatique aujourd'hui, etc. Total annoncé le lancement de Total Énergie, changement de nom, etc. Tout à fait. Voilà, donc ça va dans cette direction-là, on se transforme pour aller vers le mieux. Deuxièmement, c'est pour s'améliorer, parce qu'on pense que les concurrents vont s'améliorer, donc il faut également qu'on s'améliore. Et puis, trois, c'est la crise, c'est comme ça que je suis arrivé au retournement. Donc les sociétés en difficulté sont obligées de se transformer pour ne pas disparaître. Donc c'est pour survivre, il faut se transformer. Eh bien, il faut se transformer. Donc là, il n'y a pas le choix. Très concrètement, vous êtes en prise directe avec vos clients. Vous les rencontrez, vous les accompagnez, vous en faites un livre. La photographie du jour ou du mois, qu'est-ce qu'ils vous disent là, au moment où on se parle? Alors aujourd'hui, c'est l'incertitude qui domine. On doit vous le dire souvent sur ce plateau. Voilà, c'est l'incertitude. Ce qui fait... Lié au contexte, on est d'accord. Lié au contexte, bien sûr, lié au contexte de cette crise que nous traversons. Donc, c'est cette incertitude. On ne sait pas
si il y a un an, tout le monde a dû le dire, on n'imaginait pas se retrouver encore en confinement. Non, c'est vrai. Et aujourd'hui, on ne sait pas si dans un an on y sera, et si on n'est pas parti pour les prochaines années. Enfin, en tout cas, et donc dans ce contexte d'incertitude, les chefs d'entreprise aujourd'hui sont désarmés, c'est-à-dire soit ils vont s'adapter à cette nouvelle normalité, on parle beaucoup de nouveau normal en ce moment, c'est une nouvelle normalité, on va vivre avec. Quel drôle de mot. Voilà, quel drôle de mot, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ou est-ce qu'on va revenir au modèle ancien, ou est-ce que tout ça va se transformer? En tout cas, il y a tellement de paramètres en jeu que ça tétanise le chef d'entreprise. Alors, il sait qu'il va être obligé de bouger. Pour l'instant, certains commencent à réfléchir. J'ai pris l'exemple de Total tout à l'heure. D'autres sont en train de réfléchir et d'autres attendent de comprendre ce qui va se passer. Il y a un processus méthodologique, c'est aussi un peu l'objet de votre livre, des livres Tout à que vous fait. écrivez. Vous proposez des méthodologies. C'est quoi les trois axes, les axes clés qui permettent les processus de transformation? Alors, si vous voulez, il y a trois composantes qu'on va trouver en parallèle, qui peuvent paraître autonomes. C'est faire comprendre, faire adhérer et faire agir. Alors, ça peut paraître autonome. On va d'abord comprendre, puis après, une fois que vous avez compris, vous allez peut-être adhérer au processus ou pas, et puis vous allez vous mettre vous-même en action. Mais en fait, ces trois composantes interagissent en permanence. Parce que vous pouvez très bien comprendre la nécessité du changement, vous pouvez peut-être adhérer ou pas, mais une fois que vous êtes mis en action, vous vous rendez compte que ça touche votre périmètre et ça touche votre travail. Alors d'un seul coup, soit vous comprenez plus vraiment, et vous allez rechercher de l'information, soit vous adhérez plus. C'est ce qu'on appelle sortir de sa zone de confort, et on est un peu déstabilisé sur le changement. Et on est un peu déstabilisé. Ça, c'est votre boulot aussi. C'est ça votre boulot aussi, pour être très concret. Et en fait, on mesure on a un outil qui s'appelle un baromètre de mesure de la gestion du changement, qui mesure ces trois composantes, c'est-à-dire quel est le taux de compréhension, quel est le taux d'adhésion et quel est le taux de mise en action. Et ça permet de piloter, on l'a fait dans des très grands groupes, et dans des entreprises plus petites, mais ça permet de piloter ce changement avec deux outils qui sont toujours les mêmes, c'est l'information et la formation. Juste un mot, parce que vous évoquiez tout à l'heure l'idée que ce n'était pas le premier item, la suppression d'emplois. Sur le même sujet de la transformation, est-ce qu'il faut que tout ça percole jusqu'au plus bas niveau de l'entreprise? Parce qu'il ne peut pas y avoir de transformation sans une adhésion et un engagement. C'est aussi un autre enjeu. Alors ça, c'est clé. En fait, sinon, ça ne marche pas. Sinon, ça ne marche pas. S'il n'y a que le COMEX qui est embarqué. Non, alors justement, on intervient, alors évidemment, pour travailler avec le COMEX, et je vais revenir sur une anecdote rapidement après, et puis il faut descendre jusqu'au plus bas niveau. Ce qui se passe régulièrement, on a accompagné des grands groupes, parfois sur 5 années, c'est qu'au bout de quelques années, la base est embarquée, a compris, a adhéré, est en action. Ça met du temps, des années. Ça met du temps, ça met des années. Comme Total, d'ailleurs. Voilà. Mais ce qui m'a surpris dans ce genre de groupe, c'est qu'à un moment donné, le sommet qui vous a dit « vous allez faire ça pour nous », se met en opposition, parce que d'un seul coup, les précarés sont en train d'exploser, les périmètres, etc. Et donc, les mêmes qui nous ont donné les ordres freinent. Ouais. Et ça, c'est étonnant. J'ai eu des réunions avec des COMEX pour leur dire « mais vous êtes en train de freiner sans vous en rendre compte ». Mais non, attendez, c'est nous qui avons lancé le processus. Ben oui, maintenant la base adhère, et vous avez raison, il faut que ça descende au plus bas niveau. Mais vous, au sommet, vous êtes en train de freiner sans vous en rendre compte. Enfin, c'est intéressant parce que la préface de votre livre est faite par Jacques Attali. Et je vous pose la question, et je lui poserai de la même manière peut-être un jour, c'est très métaphorique à la situation politique. Ah mais complètement. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Tout d'un coup, quand la base reprend, ça crée une forme de tsunami et donc de vagues déstabilisantes pour le pouvoir. Ah, tout à fait. Et en fait, ce qu'on voit, en tout cas, c'est ce qui me passionne dans ce que je fais, c'est que ça me permet d'avoir une clé de lecture, y compris dans la crise que nous traversons aujourd'hui. Évidemment. Où vous comprenez tout. C'est-à-dire que ce qui est le plus important, c'est de communiquer et de former, vous savez, pour cette histoire des masques, etc. Bon, ok, on n'en avait pas besoin, on n'en avait pas, maintenant on en a, mais comment on les met, comment on les enlève tous les 3 heures, etc. Tout ça, c'est de l'information et à tous les niveaux. Le vaccin, la même chose, les transformations pour les entreprises demain. Donc ça vous éclaire l'ensemble de la chaîne. Donc je ne vous pose pas la question évidemment évidente, puisqu'elle est implicite à ce qu'on vient de se dire. C'est l'alignement de l'ensemble des collaborateurs pour engager une transformation. Vous avez eu des échecs, excusez-moi de vous le dire abruptement. Est-ce qu'il y a des moments où ça ne marche pas, malgré vos indicateurs, malgré votre méthodologie, ça ne fonctionne pas? Et pourquoi d'ailleurs? Alors, on a toujours une phase amont où on étudie la maturité de l'entreprise. C'est ça. Et la culture de l'entreprise. Et donc très rapidement, au bout de quelques semaines, on dit aux dirigeants,
la maturité de votre Ça société prendra pas. et la culture fait que ça prendra ou ça prendra pas. C'est pas la peine d'imaginer le meilleur plan du monde parce que vous n'avez pas le terreau pour le faire prospérer. Le terreau, c'est quoi? C'est des syndicats très, très, Non, très c'est vigilants. au-delà de ça. Si c'est vous voulez, au-delà de ça. c'est vraiment la culture. Alors, c'est parfois des cultures séculaires, Ouais. mais des fois, c'est des cultures qui se sont développées au fil de quelques années. La culture prend très vite dans une entreprise. Le chef d'entreprise qui a créé cette culture, à un moment, cet objet lui échappe totalement. En tout cas, cette notion lui échappe totalement. Il découvre la culture de sa boîte et on lui explique qu'il a une culture qui ne lui permettra pas de transformer sa boîte. C'est-à-dire que le bébé qu'il a fait lui échappe, quoi. C'est-à-dire qu'il a grandi et qu'il lui appartient presque plus. Tout d'un coup, ça lui glisse entre les doigts, quoi. Tout à fait. Sur le plan philosophique, c'est difficile quand on est un dirigeant et justement, donc on vient toucher aux bases du dirigeant. C'est terrible pour lui. C'est très psychique, là. C'est toute une partie de notre travail. Ah oui. C'est d'accompagner, et dans l'équipe, on a des psys. Oui, c'est ça. Donc il y a une forme de câlinothérapie, d'accompagnement. D'accompagnement. N'aie pas peur, ça va bien se passer. Quoi. Voilà, exactement. Et c'est étonnant votre question, parce qu'effectivement, on a des psys dans l'équipe qui accompagnent le dirigeant pendant cette phase-là. Ouais, c'est passionnant. Et il faut l'accompagner personnellement pour Ouais. qu'il puisse vivre cette transformation. Merci Daniel Cohen. Vous allez revenir nous parler en débat, parce que je pense que ce sujet mérite évidemment une expression peut-être plus large. Ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit, les transformations, ce ne sont pas que des outils techniques, c'est d'abord l'humain, parce que c'est de ça dont vous parlez finalement. Tout à fait. Remettre l'humain et lui permettre d'être sur ses deux pieds, quoi. Il n'y a que ça, l'humain. Comment sauver l'entreprise? C'était chez Erol. Ça, c'est très intéressant parce que c'est une autre activité que vous menez depuis 25 ans. Il faut préciser que vous avez sauvé quoi? 15 000, 20 000 emplois? Exactement. C'est ça? Vous avez non, mais il faut donner les chiffres, c'est important, dans une crise de l'incertitude. Et puis le dernier livre, 2018, les fiches outils du dirigeant d'entreprise, je vous le remonte, c'est chez Erol. Voilà, on vous prend par la main, on vous explique tout. Après, il y a toute la subtilité, le savoir-faire de Daniel Cohen, évidemment, et son équipe. Merci d'être venu faire un détour sur le plateau. C'est un plaisir de vous accueillir. La suite de notre programme, c'est Smart et Réglo. C'est le focus juridique chaque jour. On va s'intéresser à Internet. Alors, c'est un sujet très, très micro. La relation des salariés avec Internet, qu'est-ce qu'ils doivent dire? Qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Qu'ont-ils le droit de dire? On va répondre à toutes ces questions avec un avocat. Il est avec nous dans quelques secondes. C'est tout de suite. Smart et Réglo, c'est intéressant de faire un point de droit sur des sujets qui ne sont pas, on l'évoquait hier, les directives européennes, c'est un très gros sujet de transformation. Là, on est sur des sujets du quotidien pour le salarié. Il a son smartphone, il a Facebook, il a Instagram, il a ses outils et il est dans l'entreprise. On en parle avec Blandine Alix. Bonjour Blandine. Bonjour Anne. Merci de faire un détour par le plateau dans Smart et Réglo, avocate associée au cabinet Flichy-Granger, avocat avec un S, qui veut dire que vous êtes plusieurs. Surtout pas oublier le S. Surtout pas oublier, sinon ce serait juste une seule personne. C'est intéressant le sujet qu'on évoque parce qu'on en parle beaucoup sur le plateau, le droit des salariés à consulter et à continuer à vivre avec les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut consulter Facebook, Instagram, tous ces réseaux, TikTok et j'en passe et des meilleurs, dans l'entreprise? Est-ce que c'est autorisé? Alors, c'est autorisé. En fait, vous avez une règle très importante qui est que quand vous êtes dans l'entreprise, vous avez un droit à votre vie privée au temps et au lieu de travail. Et le Code du travail vous dit que vous ne pouvez pas apporter des restrictions qui seraient totalement disproportionnées ou injustifiées. Et donc, vous avez le droit de regarder pendant votre temps de travail les réseaux sociaux, mais dans une certaine limite, bien évidemment. Alors, la limite, justement, c'est quoi? Parce que, pour être précis, alors évidemment, je fais un peu le perroquet, puisque sur ma fiche, il y a les articles de loi, il y a des articles très précis qui ont nourri le Code du travail, qui réglementent tout ça. Quelles sont les règles précises fixées par la loi? Alors, la loi vous dit que vous pouvez agir dans la limite raisonnable. Et toute la question est de savoir quel est le raisonnable. À l'appréciation du juge. C'est ça, c'est exactement ça. Il ne faut pas abuser de votre droit. Vous pouvez vous connecter de manière raisonnable. Et toute la question est de savoir, est-ce que 10 heures par semaine, c'est raisonnable ou pas? Voilà, donc tout est dans ce débat-là. Et c'est une appréciation des juges qui apprécient au cas par cas si vous avez abusé ou non de cette liberté. Alix, est-ce qu'un chef d'entreprise peut interdire l'utilisation d'Internet, comme les Chinois coupent le robinet d'Internet en disant il n'y aura plus d'Internet pendant quelques temps? C'est possible ou pas? Non, c'est trop excessif. C'est trop excessif, puisque vous avez ce droit à la vie privée. Donc on ne peut pas empêcher un salarié totalement de se connecter à Internet. La CNIL, d'ailleurs, s'est prononcée à ce sujet.
la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et a dit qu'on ne pouvait pas interdire totalement aux salariés de se connecter. Alors, il y a plusieurs cas de figure où l'employeur, qui sont des objets de litige, se retourne contre un salarié pour un abus. Quels sont les cas précis? Alors, il y a plusieurs cas de figure. Il y a le premier très classique, utilisation de sites commerciaux ou de sites illicites. Mais il y a aussi le cas où il y a des risques de concurrence, des risques où on dévoile à travers une photo, il y a eu des cas très précis, une ligne de couture qui est dévoilée avant l'heure, Voilà, ou des mots maladroits. Je pense évidemment aux marques qui ont été à l'arrêt citées. Petit Bateau. Exactement, l'arrêt Petit Bateau. Quelles sont les sources et les sources de conflits que vous rencontrez sur cette question d'Internet? Alors, et bien évidemment, on a l'arrêt Le Petit Bateau qui a été publié là en octobre et assez révélateur puisque c'était une salariée qui avait publié une future collection qui était confidentielle. Patatras. Voilà, donc bien évidemment, ce genre de choses, ce n'est pas possible. Donc il y a la question de la confidentialité. Il y a aussi l'autre difficulté, c'est peut-être là où vous voulez en venir, c'est votre liberté d'expression. Ah oui, je veux critiquer mon N+1, mon N+5, mon N... Exactement. Et ça, on n'a pas le droit. Alors, c'est subtil, ça. C'est toujours très subtil. C'est exactement. Il y avait un cas d'un comme- journaliste, d'ailleurs à Reims, je crois, qui avait critiqué son rédacteur en chef sur Facebook et il avait été licencié, mais il y a eu un litige, je crois, un arrêt d'ailleurs. Voilà, alors c'est toujours un espèce d'équilibre qu'il faut trouver, comme le temps de connexion qu'on vient de voir. Là, il y a l'équilibre entre la liberté d'expression et l'abus. Et donc, il y a une limite à la liberté d'expression, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir des propos injurieux, vous ne pouvez pas avoir des propos diffamatoires ou des propos excessifs à l'égard de votre employeur. Mais même si vous avez abusé, vous pouvez être protégé, vous salariés, si vous avez tenu ces propos dans la stricte sphère privée. Et toute la question est de savoir si quand vous publiez sur Facebook, vous êtes ou non dans une sphère publique ou privée. Donc ça veut dire que le juge devra apprécier le moment précis où le texte injurieux, diffamatoire a été écrit. Mais en fait, la sphère Internet, elle est totalement ouverte, on ne le sait pas. Alors, la sphère... Le salarié va dire, je l'ai fait chez moi, sur mon canapé. Alors, quand il le fait sur un espace public comme un site Internet, on va dire que c'est public. En revanche, quand il l'a fait sur Facebook en mettant certains paramètres où il agrée, par exemple, il autorise que certaines personnes à y accéder, là, on va commencer à frôler la sphère privée et on va se demander si, en fonction du nombre de personnes qui ont eu accès à ce message, eh bien, c'était ou non privé. Et en général, la Cour de cassation nous a dit qu'il faut regarder deux choses. Le paramétrage, est-ce que les personnes ont été agréées ou non par le titulaire du compte? Et la deuxième chose, le nombre de personnes qui ont eu accès. Ce sont ces deux critères qui vont être retenus par les juges pour apprécier si vous avez tenu ces propos ou non dans la sphère privée. Alors Maître, il y a une question fondamentale que se posent tous les salariés et qui revient au débat qu'on a eu au début de notre rencontre, c'est le nombre d'heures que le juge appréciera. Alors vous me dites 10 heures, ça peut être 5 heures, ça peut être 8 heures. Ça pose une autre question, le salarié va dire, mais en fait on m'espionne puisqu'on arrive à savoir combien d'heures je fais ou sur lesquelles je surfe sur des sites. Comment on fait là? Est-ce que le salarié peut dire, mais c'est aussi ma liberté et vous m'espionnez et vous contrôlez par des mouchards qui sont placés dans les ordinateurs? C'est compliqué ça aussi. C'est effectivement une question très importante. Toute la question est de savoir si l'employeur a mis en place un système de contrôle. Et qu'il a averti les salariés. Qu'il en a averti oui. son comité d'entreprise qui s'appelle maintenant le CSE. Qu'il en a averti également les salariés qui doivent être absolument informés préalablement du fait qu'il y a un système qui permet de contrôler. Alors, il faut savoir que c'est assez subtil pour Internet parce que vous pouvez avoir un système qui contrôle de manière globale les connexions, mais on ne sait pas qui s'est connecté à quoi et à quel moment. Les IP ne sont pas rattachés à un nom. Voilà, et puis vous avez des systèmes qui sont nettement plus précis. On sait que c'est Arnaud qui s'est connecté pendant 3 heures sur le site... X commercial voilà, pour faire des achats ou pour construire sa maison le week-end. Et s'il l'a fait pendant son temps de travail, là, ça posera des difficultés. Si je le fais sur la pause déjeuner pour répondre à des cas très pratiques, le salarié dit j'ai ma pause déjeuner entre 12h30 et 13h30 ou 14h, j'ai le droit de faire ce que je veux, mais j'utilise l'outil de travail de l'entreprise pour aller sur les sites. Alors, si vous allez sur un site licite, ça ne posera pas de difficulté puisque vous le faites en dehors de votre temps de travail. Donc, bien évidemment, les juges sont très attentifs au moment où vous vous connectez. Et si vous arrivez à démontrer que vous l'avez fait pendant votre pause déjeuner, effectivement, on ne devrait pas pouvoir vous le reprocher par la suite. Juste d'un mot, c'est quand même il y a des zones grises dans ce sujet quand même. Parce qu'on voit que c'est l'appréciation du juge. Il y a une très grande forme de subjectivité sur ces conflits. Exactement, c'est toujours très, très, très subjectif, mais les juges sont quand même très attentifs à des critères
Par exemple, il y a eu une histoire assez intéressante où une salariée avait dit moi j'ai personnalisé ma diffusion, et les juges ont été voir et ils ont vu qu'il y avait 462 personnes qui avaient eu accès à ces messages. Donc voilà, beaucoup. donc ils sont quand même ils sont très réactifs, ils sont très attentifs. Oui, les juges se sont connectés. Oui. Et ils ne sont pas dupes, exactement. Blandine Alix, merci d'être venue sur notre Merci plateau. à vous. Avocate associée au cabinet Flichy Granger Avocat avec un S. C'est très important pour Blandine. Merci. Merci beaucoup. Merci Arnaud. d'être venu nous rendre visite. Tout de suite, c'est le Rex du mois, le retour d'expérience avec Frédéric Fougera. Comme chaque mois, il arrive. Le Rex du mois vous est présenté par Foncia. Le Rex du mois avec Frédéric Fougera. Bonjour Frédéric. Bonjour Arnaud. Comment allez-vous ? Super bien. Directeur de la communication et de la RSE au groupe Foncia. On parle d'un sujet, alors c'est presque un peu un sujet philosophique. Est-ce qu'on s'inscrit dans le présent, on se pose les deux pieds dans le présent, ou est-ce qu'on se projette dans l'avenir ? Vous parlez d'une communication humble. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? C'est quoi l'idée ? Pour engager, il faut être dans le présent ou il faut se projeter ? Il faut embarquer ? Quand on parle d'image employeur, on parle effectivement de la réalité de l'entreprise, mais on parle aussi de comment l'entreprise se projette dans le futur. Donc, quand on parle d'image employeur, il est important d'être à cheval entre, à mon avis, la réalité et la promesse, pas dans la surpromesse, mais d'être entre les deux pour donner envie. Donc c'est ça, c'est quand l'entreprise essaie d'attraper un collaborateur qu'elle veut, parce qu'évidemment on cherche les meilleurs, elle se présente comment l'entreprise ? Qu'est-ce qu'elle doit dire pour justement attirer les meilleurs ? Et qu'est-ce que vous dites vous ? Parce qu'après tout, ça vous concerne aussi, chez Foncia. Bien sûr, en fait, donc, ça va dépendre de l'entreprise déjà pour commencer. Mais comme je le disais, il est question de partager quel va être le quotidien des collaborateurs ou quelle est leur vie dans l'entreprise, et puis aussi comment ils peuvent se projeter dans l'avenir. Donc par exemple, chez Foncia, on a de très bons arguments qui sont par exemple ceux de la formation. Oui. Quand on recrute dans un groupe leader, dans un groupe international aussi, dans un groupe qui a plusieurs métiers, on peut proposer des passerelles, on peut garantir de la formation. Donc voilà, c'est des points très valorisants, des politiques RH et donc qui sont très valorisantes pour promouvoir l'entreprise auprès des futurs talents. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un côté banal à vendre à un collaborateur qu'on rêve d'avoir uniquement l'opérationnel? Est-ce que c'est pas un peu comme ça, un peu triste, comme un jour de pluie? Exactement. C'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas se limiter au quotidien. Ouais, il faut aller un petit peu au-delà. Même chose pour revenir sur l'expérience pure Foncia. Quand Philippe Salle, le président du groupe, est arrivé, il a expliqué que oui, notre métier, c'est l'administration de biens, mais nous ne sommes pas au service de biens, nous sommes au service de clients. Et il a décidé que toute l'entreprise devait n'avoir plus qu'une seule obsession, c'était le client. C'est une chose à laquelle on travaille, c'est une chose à laquelle on investit. On investit dans le digital, on investit dans les moyens, on investit dans la formation, tout ça pour être orienté vers le client. Et bien dans ce cas-là, le futur collaborateur, il dit tiens, il se passe quelque chose, ça change, ça peut être très intéressant de venir bosser. Et moi, ça m'intéresse de m'embarquer dans cette aventure. Et j'ai un deuxième exemple parce qu'il date d'hier. Dans la transaction, parce qu'on a plusieurs activités. Chez Foncia, nous avons décidé d'arrêter le principe du mandat exclusif avec engagement. Et là, ça va complètement changer les pratiques de ce métier. C'est-à-dire que vous ne faites plus signer en bas de la feuille. Vous nous confiez un mandat exclusif, donc on s'engage à davantage le promouvoir. Sauf qu'avant, vous vous engagiez et vous étiez bloqué pendant 3 mois. C'est exact. Voilà. Et aujourd'hui, vous pouvez décider au bout d'un mois, que finalement vous arrêtez et que vous allez faire autrement. Ça va changer complètement les pratiques. C'est vrai. Et pour un agent immobilier, pour un conseiller immobilier, il y a de l'avenir et une autre façon de faire son métier. Oui. Ça peut être très motivant et c'est une façon aussi d'attirer les talents. Ça challenge. Ça challenge. Terriblement. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on va faire dans 3 mois. Est-ce qu'on sera confiné? Est-ce qu'on sera en couvre-feu? Est-ce qu'on sera vacciné ou pas? Voilà. L'incertitude. On ne peut plus bloquer les gens pendant 3 mois. Donc c'est le rapport au client qui est important là. Et donc on a pensé client. Et le client ne peut pas se projeter et donc ne peut pas nous faire confiance en étant bloqué 3 mois. Il fallait changer cette pratique. Nous la changeons. Frédéric, est-ce qu'il ne faut pas non plus survendre? Il n'y a pas de surpromesse parce que c'est vrai qu'après le salarié qui va sur Internet, qui évidemment est connecté, et dans l'environnement de votre entreprise, il l'observe. Donc si vous êtes dans la surpromesse, c'est un peu déceptif. Il vous dit mais non, c'est pas vrai. Alors il y a un risque. C'est le piège et c'est le risque. Oui. Donc effectivement, il ne faut pas de surpromesse parce que c'est déceptif, mais un recrutement, c'est gagnant-gagnant. Donc personne ne doit chercher à tromper l'autre.
Donc pas de surpromesse, de l'ambition, de la vision, mais il ne faut pas mentir. Et puis par ailleurs, l'interne va voir aussi que vous vendez une image qui n'a rien à voir avec la réalité. Ça peut être aussi déceptif dans les deux cas et ça peut être aussi un peu dangereux. Est-ce que l'interne doit se retrouver dans la communication employeur? Parce qu'il y a quand même tout un travail. Tous vos salariés, tous ceux qui sont même sur le terrain à vendre des appartements et des maisons, c'est vos ambassadeurs. Hein. Ils ont écrit sur le côté Foncia, donc ils représentent la boîte, quoi. Mais ils ont écrit Foncia sur le cœur, parce qu'ils portent la marque sur leur cœur. Oui, c'est vrai. Oui, non, mais bien sûr, l'interne est très important. L'interne doit s'y retrouver, c'est ce que je disais. Parce que, attention, quand l'entreprise est attaquée, l'interne est spontanément défenseur de l'entreprise. Bien sûr. Mais si l'entreprise ment, alors le collaborateur peut être très sévère. Donc il ne faut pas oublier que les collaborateurs et les collaboratrices, ce sont de formidables prescripteurs, mais ça peut aussi être des détracteurs. Et n'oublions pas non plus les anciens collaborateurs qui, eux, peuvent s'exprimer sur les sites de notation et peuvent aussi casser votre image en expliquant que celle dont vous faites la promotion n'est pas forcément la réalité avec ce qu'ils ont pu vivre dans l'entreprise. Oui, Donc il ne faut jamais négliger l'interne. Frédéric, on parle pas souvent sur ce plateau, d'ailleurs il faudra qu'on en reparle de ces fameux sites de notation où on note en sortant et que vous observez forcément. Dans vos métiers, c'est important, hein, ceux qui sont au contact du public sont vos vecteurs. Hein. Je vous propose d'en parler la prochaine fois. Eh bien, on se retrouve la prochaine fois, Frédéric. Le thème est lancé. Exactement, voilà, ça va vous faire cogiter pour un mois. Merci Frédéric Fougera, vous êtes directeur de la communication et de la RSE dans le groupe Foncia. Merci d'avoir fait un détour, comme chaque mois, dans notre émission. Tout de suite, on fait une courte pause, très courte pause, restez avec nous, on s'intéresse au télétravail. Bah oui, tiens, on en parle beaucoup avec deux experts. Ils viennent de sortir un livre. Qu'est-ce que ça change dans notre quotidien? D'ailleurs, c'est aussi un thème chez Foncia. Qu'est-ce que ça change, ce télétravail? Est-ce qu'on va revenir en arrière ou est-ce qu'on est en train de transformer l'entreprise et notre rapport au travail? On en parle dans quelques secondes. Alors, restez avec nous, évidemment. Le cercle RH, notre débat quotidien, très heureux de vous retrouver après cette courte pause. On s'intéresse au numérique. Alors c'est un sujet extrêmement vaste, mais on va évidemment centrer notre propos avec mes invités sur le télétravail, sur cette transformation. Ça bouleverse les entreprises, évidemment, et ça bouleverse les organisations. Et donc, vous qui êtes des cadres et qui, depuis quelques mois, peut-être même presque une année, êtes à distance, travaillez dans des espaces, des lieux tiers, du coworking, dans votre chambre, sur votre canapé, ça transforme évidemment notre rapport au travail et notre rapport à l'entreprise. On en parle avec deux experts, deux spécialistes de ce sujet. Caroline Del Torchio, merci d'être avec nous. Vous êtes consultante et conférencière sur le management à l'ère numérique. Alors c'est un vaste sujet. Et auteur de ce livre, votre co-auteur est là, je le présente dans un instant. 10 clés pour préparer mon entreprise au travail à distance. Comment adapter mes processus, comment faire évoluer mes pratiques managériales. On voit que dans toutes les études de l'Association nationale des DRH, c'est un des éléments qui remontent des DRH. On transforme le management, les managers sont un peu perdus, il faut les accompagner et on va faire le point avec vous. Thibaut Brière est avec nous. Bonjour Thibaut, vous êtes conseiller en management, expert des nouvelles formes de travail. Alors vous avez un double cursus, il faut quand même le préciser, à la fois une formation en école de commerce, puis en philosophie. Donc c'est intéressant d'avoir ce regard croisé et vous avez créé tous les deux, parce que vous vous connaissez bien évidemment, vous êtes les co-auteurs de ce livre que j'ai présenté et puis vous avez créé une sorte d'espace de discussion, si j'ai bien compris. Ça, oui. Regard croisé avec un S. Qu'est-ce que vous croisez comme regard d'ailleurs? Nous croisons essentiellement le regard d'universitaire et le regard de praticien de l'entreprise. L'idée étant de ne pas simplement relayer la parole de ceux qui sont déjà en entreprise, qui parfois peuvent avoir tendance à embellir l'existant, mais de pouvoir le confronter justement à des analyses davantage objectives. Vous êtes d'accord avec cette analyse? Parce que vous êtes consultante, donc vous allez, vous, dans les entreprises. Quelle est votre mission, vous, dans l'entreprise? Qu'est-ce que vous leur dites à ces gens? Il faut transformer, il faut passer au numérique, vous êtes en retard? Oui, alors on ne leur dit pas qu'ils sont en retard parce que c'est extrêmement complexe. Hein, c'est le genre de transformation qui implique effectivement des transformations d'ordre culturel. Donc les choses ne se font pas simplement, mais oui, de toute façon, là, il va falloir, et le travail à distance le renforce, que les entreprises s'adaptent vraiment à ce que leur nouvel environnement leur impose. Hein, c'est-à-dire plus de réactivité. Dans un environnement beaucoup plus complexe. Hein. Rentrons dans le vif du sujet. Il y a un débat un peu politique qui a été lancé par la ministre du Travail. On nous vend
tout le monde est en télétravail. Puis la ministre nous dit, non, regardez les chiffres, il y a 30 à 34% de salariés qui sont en présentiel, qui pourraient être en télétravail. C'est un peu le sujet et qui touche au débat philosophique. Est-ce qu'il y a comme ça des résistances? On avait tout à l'heure une personne qui nous parlait de transformation, un spécialiste de la transformation, qui nous disait c'est parfois quand ça se transforme, le COMEX est tellement bouleversé, le PDG est tellement à la renverse, qu'il revient finalement sur des vieux réflexes un peu moyenâgeux, ancestraux ou anciens. Vous êtes d'accord avec ça? Il y a une forme de résistance? On résiste? Il y a des groupes qui résistent, qui ne sont pas dans cette transformation-là? Oui, moi, de mon point de vue, en tout cas, Caroline me corrigera naturellement, vertement, si je me trompe. Mais effectivement, moi, ce que je crois observer, c'est effectivement des résistances. Et des résistances qui ne viennent pas forcément de la base, comme on pourrait s'y attendre, mais effectivement du top management, qui souvent a été acculé à devoir passer à un mode de management davantage à la confiance, et qui retrouve de vieux réflexes et qui s'aperçoit notamment que même sur des salariés qui se trouvent en télétravail, eh bien finalement on peut continuer à les surcontrôler, éventuellement en mettant des logiciels de traçage de l'activité. Oui. Et naturellement, ce n'est pas souhaitable. On va en parler, le mot confiance, l'autonomie, qui sont des mots qui sont parfois un peu antagonistes avec les managements, qui sont très autoritaires. C'est ça que vous constatez aussi, Caroline, c'est vous accompagnez les transformations, vous donnez des clés pour accompagner l'entreprise. Les résistances, quand vous les rencontrez, les entreprises, c'est quoi? C'est des managers qui disent, mais attendez, moi, j'ai plus la main sur mon groupe, je peux plus les voir, je peux plus les contrôler, je peux pas faire de bilan quotidien. Comment ça se passe sur le terrain? Oui, alors les réticences les plus courantes sont autour, d'une part, du collectif de travail. La crainte de perdre, effectivement, la dynamique collective, de perdre aussi la capacité à la créativité. C'est une crainte qui revient assez fréquemment. Il y a évidemment aussi la crainte de perdre, de voir des collaborateurs peut-être un peu moins engagés aussi décrocher, c'est arrivé. C'est vrai. Il y a eu aussi, et il faut le dire et le souligner parce que c'est surtout ça qui compte, des collaborateurs qui se sont révélés en situation de travail à distance. Ça, c'est l'envers du décor. Ouais. Absolument, et c'est plutôt ça Et d'ailleurs. qui donne, qui s'engage plus. Voilà, parce que ça a libéré l'agilité individuelle, clairement. Ça a cassé aussi le phénomène du groupe de la réunion, on n'ose pas parler, on n'ose pas libérer sa créativité, je ne sais pas si ça joue, ça c'est le numérique directement. Quand on est en visio, on est tout seul, on peut se lâcher un peu plus, parfois on est un peu écrasé par le groupe aussi. Tout à fait, la réunion à distance, le fait d'être à domicile stimule l'esprit critique, parce qu'on est détaché géographiquement, mais aussi un peu psychologiquement de son entreprise, donc on gagne en esprit critique. Ça libère aussi la parole. Parce on se sent moins les regards, la timidité. Ouais, c'est ça. Et puis il y a moins le côté l'emballement collectif, le côté je suis le voisin, je dis la même chose que mon voisin. Un peu je répète. Tout à fait. Alors cette libération. Vous êtes d'accord avec ça? Je suis. Parce que ça, c'est un des effets du numérique. Je suis évidemment totalement d'accord. Qu'on peut critiquer, mais sur ce point-là, je trouve que ça peut libérer des créativités qui étaient un petit peu muselées, étouffées, peut-être. Oui, mais cette libération de la parole est ambivalente. C'est-à-dire que d'un côté, effectivement, la distanciation géographique crée une distanciation psychologique permettant plus d'indépendance d'esprit et donc de libération de la parole. Mais d'un autre côté, cette libération de la parole, du coup, peut entraîner des propos plus violents. C'est-à-dire qu'à la fois, lorsque je suis tranquillement chez moi derrière... Oui, on se lâche davantage. Parce que je n'ai plus, lorsqu'on se trouve en présentiel, comme on dit, eh bien, je suis toujours à la merci de pouvoir me prendre, si je puis dire, dans un excès de folie, le point de quelqu'un à qui j'aurais dit quelque chose qui lui déplaît fortement. Là, on est tranquille. On est tranquille chez soi, et donc il peut y avoir, donc cette libération de la parole peut entraîner une plus grande violence aussi dans les propos. C'est l'effet de Twitter quand on ne met pas son nom. C'est l'effet Twitter. On peut déverser sa bile, et comme ça on est tranquille parce qu'on est anonyme, on peut dire n'importe quoi. C'est un des effets pervers, mais qui peut être aussi positif. Juste une question à vous qui observez le monde du travail et qui êtes dans le monde du travail de plein pied. Le travail, c'était mieux avant le numérique ou pas? Parce qu'il y a un vrai débat là, qu'on nous pose dans cette situation d'incertitude. On nous dit, mais regardez, c'est génial, on est libre. Puis d'autres disent, non, c'est pas vrai, on est moins libre. Est-ce que c'était mieux avant? Parce que c'est une vieille ancienne. C'était toujours mieux avant. Je ne sais pas si je peux répondre à est-ce que c'était mieux avant. En tout cas, ce que j'ai envie de dire, c'est que l'ère du numérique ouvre un tas d'opportunités pour les entreprises, pour les managers, pour les collaborateurs, notamment avec cette situation de travail à distance.
on en a cité quelques-uns, le fait de stimuler la créativité, l'esprit critique, ça stimule aussi clairement l'engagement des collaborateurs, le travail à distance. On a vu que ça, c'est souvent en débat, mais ça stimule aussi la productivité, l'efficacité, parce qu'on peut travailler de façon plus concentrée. Chez soi, on a plus de réflexion individuelle. Donc c'est mieux alors, si je vous entends bien. Bien, c'est surtout que enfin, en tout cas, C'est pas facile comme question. on en est convaincu, mais c'est-à-dire que mieux, moins bien, c'est-à-dire qu'il y a aussi des nuances, et Thibault Il vous attend au tournant, je vois l'œil qui brille, il affûte son argument. Mais effectivement, enfin, juste peut-être pour terminer sur le dernier point sur la productivité, ça amène aussi à enlever, à retirer tout ce qui est superflu dans les organisations, à débureaucratiser, à simplifier, ce qui est quand même extrêmement positif. On dégraisse un peu, quoi. Tout à fait, pour développer l'agilité qui devient clé dans ce nouvel environnement. Mieux avant, je reprécise ma question, je la reformule peut-être, plus pénible, moins pénible, parce qu'il y a ce rapport-là. Quand on regarde avant 80, les semaines de travail faisaient entre 45 et 48 heures. Avant 81, on est passé à 35 heures. Temps moyen hebdomadaire pour un salarié, c'est 34 heures et quelques minutes. On a gagné en temps de travail, et beaucoup disent, mais qu'est-ce que c'est pénible ? Qu'est-ce que c'est dur le numérique ? J'ai un téléphone, on reçoit des mails, je suis archi sollicité. C'était mieux avant ou pas, monsieur le philosophe ? Monsieur le philosophe tente une explication nécessairement moins brillante que celle que Caroline Del Torchio vient d'énoncer. On fait un regard croisé là, vous avez vu. C'est ça l'intérêt. Vous êtes dedans. Ça dépend ce qu'on entend par le numérique. Clairement, en tout cas, de ce que nous observons à la fois dans la réalité des entreprises et puis dans ce vers quoi elles tendent, c'est de toute façon une hybridation. C'est-à-dire que ce n'est pas le tout numérique. Donc la question n'était pas du rien numérique et du tout numérique, parce que le numérique, ça fait déjà une bonne vingtaine d'années qu'on est dedans. Sont déjà d'accord. Et que le travail à distance, qu'elles le pratiquent déjà. Pas toutes. Vous citez des exemples dans votre livre, je ne l'ai pas dit, mais il y a plein de boîtes que vous citez en exemple. Je pense à la Maïf, je pense à des boîtes qui sont très précurseurs. Puis il y avait des entreprises qui ne l'étaient pas, vous êtes d'accord avec moi ? Il y a des entreprises qui ne l'étaient pas, mais ceci dit... On parle du télétravail, oui. Oui, en télétravail, bien sûr. En télétravail, exactement. Parce que le numérique, il y a du travail numérique... Ah oui. Tout le monde avait un ordinateur et Internet. On est d'accord. Et c'est la raison pour laquelle, néanmoins, avec Caroline, nous avons intitulé cet ouvrage 10 clés pour préparer mon entreprise au travail à distance et non pas au télétravail. Parce que pour nous, le point nouveau, c'est la distance. Et ça, pour ce qui est de travailler à distance, les entreprises, ça fait une bonne vingtaine d'années qu'elles travaillent déjà en multisite, avec des salariés sur d'autres fuseaux horaires, etc. Donc là-dessus, rien de nouveau. En revanche, ce que s'aperçoivent les entreprises qui ont basculé, qui ont généralisé le travail à distance, c'est qu'il y a une déperdition de beaucoup de choses lorsqu'on se trouve en télétravail. Et notamment, le travail à distance, enfin les canaux numériques canalisent la communication. Elles laissent moins de place à l'innovation, à la sérendipité et donc au processus de créativité. J'adore ce mot, sérendipité, j'adore. Oui, et bien nous l'apprécions bien aussi. Et voilà, donc on s'aperçoit que finalement, ce qui est appauvri, contrairement à ce que l'on se raconte en fait sur les inégalités entre ceux qui seraient en présentiel, ceux qui seraient en distanciel. Oui, exact, bien sûr. Ce sont sans doute ceux qui sont en présentiel qui sont avantagés, parce qu'eux, ils ont la totalité du réel accessible. Je suis entièrement d'accord avec vous, c'est très intéressant cette vision-là. Et c'est aussi peut-être la raison pour laquelle, au-delà du rapport à la cafette et aux amitiés, certains veulent revenir dans l'entreprise, parce qu'ils ont la vue panoramique de l'entreprise, qui peut générer des angoisses, vous êtes d'accord, de salariés qui sont en distanciel, à distance, et qui ont l'impression, pour certains, on l'a vu avec des avocats qui nous racontent que des salariés ont l'impression d'avoir été mis au placard parce qu'ils étaient en télétravail. Ils ont peur de ne plus être reconnus. Et ne plus être reconnus. Ça, c'est un autre risque, un effet pervers du travail à distance. Vous le ressentez ? Ça peut, s'il n'y a pas d'accompagnement, s'il n'y a pas de prise en main. Oui, il y a cette crainte clairement d'être oublié, comme la dimension politique, entre guillemets, est lissée, effectivement, alors il peut y avoir la crainte de... Il faut être près du soleil, pour le dire un peu vulgairement. Et plus on s'en éloigne, moins on a de chances de faire bouger les lignes. Et puis moins on est promu aussi. Et moins on est promu. Pour les discussions de couloir, on est moins au courant quand même. On est d'accord. Mais cela étant dit, c'est quand même une très bonne nouvelle, parce que ça veut dire que l'évaluation qui est faite des collaborateurs, des managers, sera beaucoup plus objective, puisque les phénomènes de couloir... Elle ne se fait plus à la cafette, quoi. Oui, exactement. Ça ne se fait plus à la cafette, tout ça est lissé, donc c'est quand même une bonne nouvelle. Puis je voudrais revenir aussi sur le collectif. On a souvent tendance à dire « Oh là là, c'est terrible avec le travail à distance, etc. C'est la fin du collectif de travail, etc. » Moi, j'ai quand même envie de revenir sur un élément, c'est-à-dire que le collectif de travail, avant ces histoires de télétravail, de Covid, etc., il n'était quand même pas au top dans la plupart des grands groupes. Il suffit de voir... il y avait quelques études qui le montraient.
Tout à fait. Enfin, je veux dire, on s'envoyait un mail alors qu'on était à deux bureaux les uns des autres. Vrai dans les grands groupes, ça, les grands groupes. Je crois que justement, le travail à distance, c'est ce qu'on est en train de vivre, parce qu'il y a un travail à distance, un télétravail presque à 100% pour la plupart, pas pour tout le monde évidemment, mais pour ceux qui l'expérimentent. Beaucoup de full remote, fait prendre conscience de cette perte du collectif et plutôt, je crois, une opportunité. Mais je ne peux pas m'empêcher de poser la question, Thibaut Brière, sur justement la transformation à travers l'idée de votre livre du travail à distance, de notre rapport à l'entreprise même. C'est-à-dire qu'on a l'impression, comme ça, dans cette période d'incertitude, que tout est en train de s'effriter, que l'objet physique de l'entreprise disparaît puisqu'on n'y est plus. Est-ce que cette réflexion, vous la menez à travers vos échanges dans Regard Croisé et dans votre réflexion intérieure ? Oui, nous la menons depuis plusieurs années, effectivement, à travers le réseau Regard Croisé. Et puis, nous commençons en fait cet ouvrage par le changement de paradigme induit par la généralisation du travail à distance. Et dans ce changement de paradigme, effectivement, il y a d'abord un nouveau rapport à soi. C'est-à-dire que lorsqu'on travaille chez soi, on est plus authentique, on est moins en représentation, on s'autorise à être davantage soi-même. Un nouveau rapport aux collègues également, puisque la parole est davantage libérée. Il y a davantage la distanciation géographique induit, je le disais tout à l'heure, une distanciation psychologique. Et puis cette distanciation psychologique joue également à l'égard de l'employeur. C'est-à-dire que la relation avec l'employeur se fait avec beaucoup plus d'esprit critique. Et parfois, on a pu observer dans certaines organisations contemporaines, dans certaines tendances des nouvelles modes de management, comme on les appelle, une tendance à un contrôle socio-idéologique qui vient remplacer l'obéissance hiérarchique et du coup qui se traduisait parfois par des phénomènes d'emprise. Eh bien, ces phénomènes d'emprise jouent beaucoup moins sur des personnes se trouvant en télétravail. Donc, c'est une forme de dérégulation finalement de ce rapport très descendant du manager sur le collaborateur. Et donc, même si le rapport de subordination existe toujours, sur le plan juridique, il est un peu dérégulé. Très concrètement, les entreprises que vous rencontrez, vous le constatez, vous réussissez à plaquer ça sur les entreprises que vous voyez, c'est toutes ces difficultés, ces transformations, et donc l'échange que vous avez avec les managers, puisque vous les accompagnez. C'est une partie de leurs angoisses, de ces managers, dans l'entreprise ? Je ne pense pas que ce soit pour la plupart des managers, je pense que ce que vient d'évoquer Thibaut n'est pas encore complètement conscientisé. En revanche, je parle du manager de proximité. De cette dérégulation. Du dirigeant. En revanche, c'est clair que ça amène à davantage de symétrie dans la relation, davantage de parité dans le modèle relationnel. On se retrouve d'égal à égal avec le numérique. Oui, même si, comme vous le disiez, il y a toujours ce lien de subordination, évidemment, qui est très important. En tout cas, qui a tout son sens encore. Mais moi, je dirais surtout que ça invite les managers à faire moins de culture, mais mieux de culture. C'est-à-dire trouver avec les collaborateurs, avec l'équipe, ce qui relie, c'est-à-dire le fait de faire une œuvre commune, un projet commun. Les engager dans une sorte de projet. Le sentiment d'appartenance ne va plus être tout à fait attaché, il ne va plus être attaché à un lieu, à une entité, mais bien à un projet. Le rapport est plus libre. Mais pour être concret, il y a évidemment des salariés cadres qui ont de l'innovation, puis aussi beaucoup de salariés qui sont cadres ou pas d'ailleurs, et qui sont dans des tâches très répétitives, qui étaient déjà dans des tâches répétitives à l'époque du présentiel et qui en télétravail se retrouvent dans des tâches les mêmes mais répétitives. Tout à fait. C'est terrible pour elles parce que comment on les engage ces personnes ? Comment on les fait un peu rêver pour rester connectés à l'entreprise ou au groupe pour lequel elles travaillent ? Comment on fait là ? C'est un sujet. Je parle pour les tâches répétitives. Je ne parle pas de ceux qui inventent, qui créent et qui ont une forme d'autonomie dans leur espace professionnel. Pour les tâches répétitives, en fait, pour la plupart, quand même, on ne va pas se mentir, le travail isolé était déjà le cas en présentiel. En fait, elles étaient déjà devant leur écran d'ordinateur. Mais dans un open space. Dans un open space, mais avec relativement peu d'interactions sociales. Mais elles pouvaient les avoir, effectivement, à la machine à café. À minima. De manière informelle. Certes. Alors, comment contrebalancer cette tendance, effectivement, à l'hyper-isolement de certains collaborateurs faisant des tâches répétitives ? Eh bien, par un management, enfin, nous, c'est ce que nous préconisons, par un management davantage participatif, hautement participatif, qui ne doit pas non plus, et c'est un risque, qui ne doit pas non plus devenir intrusif. C'est-à-dire que certains managers ont voulu bien faire en sollicitant en permanence leur équipe, en étant en lien sur des messageries instantanées en permanence pour leur dire, regardez... Et ça les rend fous, ça, les salariés. Ça les rend dingues. Oui, tout à fait. C'est vrai que ça leur fait tourner la tête.
apéros en équipe, les cafés le matin. Ça c'est tassé, ça. Hein. Ça, C'était vrai en tassé. avril dernier, septembre. Ouais. Là, je pense que les apéros ou le petit café du matin, vous qui êtes sur le Tout à terrain, fait. on continue ça ou pas? Ou les salariés se sont dit, bon, ça suffit. À une quoi. moindre fréquence. Oui, il y a une moindre fréquence, mais ça continue effectivement. Mais... Un petit peu. Tu un peux, petit tout à peu. fait. Demain, c'est quoi? Demain, c'est loin, comme dit la chanson. Moi, je pense Comment vous regardez là ce qui se dessine? Ce qui se dessine, c'est ce que Thibaut évoquait tout à l'heure, c'est un monde hybride dans lequel, je parle effectivement, une fois que nous serons sortis, on ne serait pas trop encore de cette crise sanitaire, une organisation du travail où effectivement on va aller dans les locaux de l'entreprise 2-3 jours par semaine, et puis on sera à la maison 2-3 jours. Donc un mode hybride. Et ce qui sera très important justement, ce qu'on ne connaît pas aujourd'hui, c'est le fait que l'équipe en entier puisse se retrouver de telle sorte à lisser effectivement et à restreindre tous les risques qu'on a évoqués tout à l'heure de délitement du collectif. Mais je repose ma question dans l'autre sens. Le travail, c'est le bonheur ou c'est l'enfer? Le travail, c'est ni le bonheur. À l'aune de votre livre. C'est le purgatoire, le travail. C'est-à-dire que sinon, ça ne s'appellerait pas travail, ça s'appellerait loisir. Donc il y a une forme, effectivement. Oui, il faut remettre les mots à leur place, en fait. On est d'accord? Oui. D'accord. C'est un travail. Alors on peut essayer naturellement d'amoindrir. Non, parce que la façon dont on en parle, on a l'impression que le travail, c'est devenu comme ça un jeu. On fait des apéros, on discute, c'est super sympa. Mais c'est un travail. Ça reste un travail. Et On est effectivement, d'accord. vous pouvez avoir des modes managériels qui visent à vous faire croire le contraire, mais les salariés, ceux qui sont dans la vraie vie, Oui. ça, Faut pas vendre du rêve, excusez-moi. Enfin, vous le vendez pas c'est d'ailleurs, mais précisément ce que nous. c'est ce que vous dites. Effectivement. Soyons pragmatiques. Enfin, c'est un travail. Tout à fait, c'est un travail. Cela étant dit, la frontière entre vie pro, vie perso, C'est compliqué. Hein. elle était déjà floue avant du fait des outils. Smartphone, oui. Effectivement, mais là, elle est encore plus floue qu'avant, si on peut dire. Le lieu de travail est devenu le lieu de vie, le lieu de vie est devenu le lieu de travail. Mais c'est-à-dire qu'on dissocie moins, c'est-à-dire qu'on était quand même, il y a quelques années, dans un monde où on travaillait pour pouvoir ensuite profiter de la vie en dehors du travail. On est, depuis déjà quelques années, dans un monde où, alors on recherche de plus en plus, et notamment les nouvelles générations, l'épanouissement dans le travail. Et dans le travail, c'est vrai. Donc, évidemment, le bonheur au travail, le bonheur ne relève pas de la responsabilité de l'entreprise. En revanche, la recherche de l'épanouissement est beaucoup plus importante aujourd'hui. C'est subtil ce que vous dites, parce que le bonheur, c'est un mot, évidemment. C'est subtil. Non, mais épanouissement et bonheur. L'entreprise doit être responsable de l'épanouissement du salarié, mais pas de son bonheur. Pour finir sur une note philosophique. Responsable de l'épanouissement du salarié, non, je n'irai pas jusqu'à là. Non, parce que la RSE a quand même des règles et de qualité de vie au travail qui contribuent à... Elle est responsable de ne pas empêcher et de disposer les conditions permettant au salarié d'accéder par lui-même à l'épanouissement, mais ce n'est pas à elle, de manière proactive, de le faire, sans quoi... c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Demain, le monde qui s'ouvre à nous, à ceux qui sortent d'école et qui cherchent un emploi, c'est pas toujours facile d'ailleurs pour eux, à ceux qui sont dans l'entreprise, eux aussi veulent s'engager et se projeter. Qu'est-ce qui se dessine là dans les 5 ans à venir avec cette transformation d'accélération Covid? Oui. Ce qui se dessine, enfin moi personnellement j'ai perdu récemment mes dons de divination, donc je ne peux pas vous dire dans l'entreprise de demain comment ce sera. En revanche, avec Caroline, nous élaborons 3 scénarios dans le livre. C'est ça. Nous élaborons 3 scénarios, un scénario optimiste, un scénario réaliste et un scénario pessimiste. Le scénario optimiste demain dans les organisations, ce sont des managers qui manageront à la confiance, comme on dit, et qui autoriseront leurs collaborateurs en télétravail à choisir d'abord la régularité du télétravail en concertation naturellement avec leurs homologues, leurs pairs. De la souplesse. Sur le nombre de jours en télétravail, sur la manière d'exercer son travail avec une simple exigence de résultat. C'est-à-dire sur les moyens, on te laisse libre chez toi, tu peux dormir toute la journée. Mais par contre, on contrôle à la fin sur le résultat. On contrôle naturellement à la fin sur le résultat. Ça, c'est le scénario optimiste néanmoins. Avec de l'autonomie, de la confiance. Le scénario réaliste, c'est celui selon lequel c'est ce que l'on appelle l'entreprise algorithmique. C'est-à-dire que l'entreprise va calculer quel poste elle va imposer en télétravail et quel poste elle va imposer en présentiel, en fonction de ce qui lui paraît le plus rentable. Et donc le choix se réduit pour le salarié. Le choix se réduit. Moi, je voudrais être en télétravail. Non, toi, tu es en présentiel. C'est ce qu'a dit l'algorithme. Voilà, exactement. L'algorithme a calculé qu'il en était ainsi. Et donc là, la question de la confiance, si vous voulez, ça sera... On continuera comme aujourd'hui, à savoir la confiance n'exclut pas le contrôle, cher ami. Et donc, relativement à ton poste, on verra. Troisième scénario. Le troisième scénario, c'est le scénario pessimiste, celui où l'entreprise, de toute façon... Bien pessimiste le précédent déjà quand même. Là, on va descendre à la cave. Là, voilà, on descend d'un cran. L'entreprise va dire, de toute manière, si je veux dire, pour votre poste, l'algorithme a calculé qu'il valait mieux que vous soyez en télétravail, ou les conditions sanitaires nous obligent à vous mettre en télétravail. Donc, naturellement, nous vous faisons confiance.
Mais la confiance n'excluant pas le contrôle, nous allons mettre en place des dispositifs de traçage pour nous permettre de continuer d'avoir la main sur vous. Comme on n'a plus la main et psychologiquement on est un peu angoissé. Donc on va mettre des éléments de contrôle. Il y a quand même trois fois le mot algorithme, enfin, c'est assez effrayant ce mot, et puis certains nous disent sur ce plateau que c'est formidable et que c'est l'avenir. Je ne sais pas comment vous vous situez, vous Caroline, sur cette question. Parce que c'est un des éléments du numérique, hein. C'est un enjeu. Oui, tout à fait. Enfin, avec effectivement beaucoup de risques et de précautions, et notamment sur la dimension éthique. Hein. Vous parliez tout à l'heure des jeunes et du recrutement, hein, avec toutes les difficultés, d'une part, à trouver un premier emploi, et puis d'autre part, à s'intégrer dans une entreprise quand effectivement on travaille quasiment là en distanciel. Donc ces jeunes, effectivement, il faut vraiment les accompagner autant que l'on peut, et chacun peut y contribuer, parce que la période est difficile pour les très difficile pour ceux pour qui les sortent jeunes. des écoles. Je ne parle pas des alternances. Tout à fait. Ceux qui intègrent le monde du travail maintenant, c'est tout à fait. C'est un plaisir de vous accueillir pour ce regard croisé que vous avez vécu dans la lumière des spots. Vous reviendrez nous parler, puisque vous êtes en train de le structurer, hein, ce regard croisé, de manière un peu plus professionnelle, formelle. Caroline Del Torchio, Thibaut Brière, vous êtes les auteurs de 10 clés pour préparer mon entreprise au travail à distance, avec tous ces scénarios dans lesquels vous intégrez les algorithmes notamment, avec des exemples concrets, je le dis, hein, d'entreprises qui se sont mises au télétravail. Hein, beaucoup d'entreprises. En effet, nous nous voulons constructifs dans ce livre. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a les risques du télétravail qui ne sont pas minorés, mais pour chaque risque, nous présentons effectivement des clés permettant aux managers de s'en sortir. Merci à vous deux. Restez une seconde, l'émission se termine. Non, pas tout à fait. Vous allez voir, alors là, c'est une petite perle, comme ça, c'est une petite goutte d'eau qui va glisser sur la neige parisienne. On va faire de la poésie. Bah oui, on fait de la poésie avec Thierry Bismuth. Bah oui, pour parler recrutement. Et pourquoi pas? C'est tout de suite. Avec le groupe Belvedia, préservons les ressources de demain. Thierry Bismuth est avec nous, RH Management. Odyssée RH, parce que RH Management, c'est Amélie Favori-Guittet. Exactement, une amie d'ailleurs. Mais une amie, et c'est pour ça que je me suis permis d'inverser vos deux marques. Odyssée, RH. Alors là, c'est incroyable ce que vous nous proposez aujourd'hui, Thierry. Thierry, vous nous racontez des histoires autour du recrutement, c'est votre métier. Aujourd'hui, vous avez franchi un pas. Et ça a peut-être d'ailleurs été une perle de la télévision. Vous avez décidé, peut-être ce week-end, dans le calme, dans la méditation, de nous écrire un poème autour du recrutement. Les perles ne sont pas toujours les plus grands succès télévisuels, donc je me méfie un peu de l'expression, mais en tout cas, c'est vrai que l'arrivée de l'hiver, comme ça, cette neige, m'a donné envie de réciter quelques vers. Et derrière ces quelques vers, il y a un vrai conseil aux candidats, parce que quand même, il y a un message, un vrai message, un vrai conseil dont on parlera. Alors, je me lance et puis vous me direz ce que vous en pensez. J'ai appelé ça l'enfer et le paradis en entretien réuni. Depuis 60 longues minutes, ma vie défile comme un écran. De mes victoires, de mes plaisirs à mes échecs rares mais cuisants. Je reste là, longtemps, spectateur et acteur de cette fresque dont je cacherai les pires moments. Le recruteur n'est pas un psy, lui dire la vérité, ou presque, ai-je appris à mes dépens. Et puis elle rentre. Longue, mince, en grand deuil. Elle plonge son regard dans le mien. Sans un mot, je me lève, la rejoins sur le seuil. Nous savons tous les deux où mène le chemin. Que ce soit en pensée, en acte ou en parole, je suis bien préparé au combat qui commence. Répartie, qualité, question, gaudriole, je suis prêt et pourtant, j'ai les guibolles qui flanchent. Dans le couloir, elle me précède et je la suis sans discuter. Si elle est venue me chercher, je l'ai contactée le premier. Et puis, où fuir? Vous me voyez en train de courir pour dévaler les escaliers et ensuite quoi? Je me remets à parcourir les offres d'emploi sans y aller? Non. Ainsi démarre mon entretien de la semaine qui est à la fois ma peine et mon salut. Je voudrais lui dire à quel point je l'aime, mais j'ai face à moi une inconnue. Non pas que l'autre en face soit cruelle ou hargneuse, désabusée peut-être, fatiguée, paresseuse, posant ces questions 1000 fois répétées sans plus d'enthousiasme et de curiosité que l'ouvrier jadis, sur sa chaîne de montage, ne mettait dans son acte de cœur à l'ouvrage. Mais quoi? Ne voit-elle pas celle-là que c'est ma vie qui se joue? Que c'est pour moi l'ultime espoir de rester debout? Je suis là, d'attendre que la roue tourne enfin, c'est ici maintenant que se joue mon destin. Que faire pour réveiller celle dont l'esprit s'endort, pendant que face à elle se présente un trésor? Parce que oui, je le sais, ce job est fait pour moi. Réveille-toi dormeuse, même toi, tu le verras. Au lieu de pianoter sur ton ordinateur, concentre-toi un peu, offre-moi juste 1 heure, non pas de ton temps, mais de ton attention. Parce que sans cette dernière, le temps paraît bien long. Je vois bien que tu n'es pas à notre entretien. Ta réunion d'hier, ton déjeuner de demain. Je ne sais ce qui occupe à l'instant ton esprit, mais il ne fait nul doute que de moi tu t'ennuies. C'est là ta faute et non la mienne, car moi j'y mets tout mon cœur. J'ai mis mon orgueil en quarantaine pour te livrer une vie de labeur et partager la tienne. Quelle vie, me direz-vous ? Pour tout recommencer maintenant, tant de sacrifices, de travail, et me voilà comme à 20 ans, celle qui pourrait être ma fille et dont dépend ma destinée. Ah, que se passe-t-il ? Je crois que je l'ai réveillée.
Au détour d'un propos me croyant déjà vaincu, je citais un concurrent. D'un coup, elle est revenue, comme si ce simple mot avait fait étincelle. Oui, ça y est, ça commence. C'est un sourire que je décèle. Elle se penche vers moi avec un air curieux de celle qui m'envisage enfin. On me fixe dans les yeux. Et puis vient le moment de grâce, tout devient poésie. Toujours sur son PC, mais je vois bien que c'est mon dossier qu'elle remplit. Vient enfin l'heure de se quitter. Déjà, dit-elle presque étonnée. Elle me décroche un sourire qui veut dire on va se revoir. Elle me présente le directeur que l'on croise dans le couloir. Et me voilà sorti dans la rue. Sentiment satisfait d'avoir retourné une situation perdue et puis ensuite gagné. Alors, rien n'est jamais joué en entretien d'embauche. La première impression fait place à la deuxième, et puis à une troisième, si bien que bien malin, celui qui saura dire comment et pourquoi tous les réussir. Mais n'oublie pas toi, qui enchaîne les déboires, qui pense que ton âge, ton diplôme, tes valeurs sont la cause immuable de tes nombreux malheurs, que chaque rendez-vous est une nouvelle histoire dont personne n'a écrit d'issue avant l'heure. J'espère que ça vous a plu. Ça m'a plu, je suis bluffé. Vous avez fait des rimes qui étaient très subtiles et je me suis laissé embarquer par votre histoire. Qui sont écrits avec les tripes, comme disait Céline, avec vos tripes. Avec mes tripes et avec mes convictions. Et vos convictions. Il y a quand même quelque chose, et on peut peut-être là-dessus en débattre s'il nous reste quelques instants, oui, c'est le sentiment que certains candidats arrivent en entretien battus d'avance. Ils ont toute leur histoire. Ils ont un mur en face. Ils ont un mur en fait. Et ce que je veux simplement leur dire, et c'est mon conseil du jour, c'est si vous avez la chance d'être assis face à un recruteur, oubliez le passé, oubliez les défaites, oubliez les avantages que peuvent avoir d'autres candidats. Vous êtes tous à égalité sur la ligne de départ. N'oubliez pas que l'entretien peut mal commencer et très bien finir. Et qu'en tout cas, si vous êtes assis face au recruteur, vous avez autant de chances que le petit voisin. Caroline, je vous ai vu impressionner. D'abord, c'est un moment de télé assez rare, parce que quand on fait une émission sur l'emploi et les RH, c'est assez rare d'avoir de la poésie et en rime, puisque vous avez fait l'effort d'avoir fait des rimes, une très belle écriture, parfois, peu importe les références, mais comment vous l'avez ressenti, ce texte? Est-ce que vous êtes retrouvé, vous, qui partagez la vie de l'entreprise et qui avez fait des entretiens? Oui, moi, ce qui a surtout résonné, c'est effectivement la notion de confiance en soi, la notion de connaissance de soi et d'estime de soi. Et effectivement, c'est quelque chose qui peut être fortement amoindri dans un contexte de travail qui parfois est un peu compliqué. Et on parlait de ces jeunes là, et toutes les difficultés qu'on a à trouver un premier emploi. Ça m'a aussi beaucoup, ça m'a effectivement on y a fait référence. Ça vous a replongé peut-être dans des souvenirs personnels d'ailleurs, parce qu'on a tous des souvenirs d'embauche où le recruteur a la main comme ça. Et globalement, vous savez que la bataille est perdue. J'ai quand même l'impression, Thierry Bismuth, au-delà du travail que vous avez fourni, parce qu'il a fallu l'écrire, il a fallu le penser, il a fallu le construire. Vous nous parlez un peu, vous parlez comme si vous aviez des sportifs de haut niveau. Battez-vous, les gars. Ouais, il faut arriver gonflé à bloc, comme un sportif, comme un artiste. Il faut arriver avec ce surplus d'énergie, laisser derrière soi tous ces doutes et renverser la table de l'entretien. Et je dis ça notamment à tous ceux qui, justement, ont un parcours de recherche un peu long, qu'ils ont eu du mal. C'est souvent ceux qui doivent faire le plus d'efforts, qu'ils retiennent juste qu'à l'instant où ils sont assis face au recruteur, les chances sont les mêmes pour tout le monde. C'est ça, on remonte les chaussettes et on tape fort dans la balle. Thierry, c'est un plaisir de vous accueillir pour ce petit moment assez rare de la télévision, qui était une chronique pas comme les autres. Merci à Caroline Del Torchio d'avoir partagé ce moment. On était ensemble pour vivre ce joli poème. Oui, Thierry Bismuth fait de la prose comme Monsieur Jourdain, sans le savoir, mais lui, il le sait. C'est la fin de notre émission. Merci à Amanda Montero pour le son. Merci à Kylian Soula à la réalisation. Merci à Fanny Griesmer. Merci à Margot, évidemment, à toute l'équipe et à Pauline, bien entendu, que je n'oublie pas. Merci à vous qui nous regardez et qui faites vivre nos programmes. Je serai là demain en direct avec la même équipe, avec toujours le sourire. Allez, je vais me battre. Allez, à demain.